Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de la Kimpa Vita, un espace féministe de réflexion et de transmission pour mieux comprendre l'Afrique, son histoire, ses figures et surtout celles qui la façonnent. Je suis Elena et je suis ravie d'être l'hôte de cette nouvelle saison. C'est dans la tête. Elle a toujours mal quelque part. Elle est trop molle. Tantôt colérique, tantôt euphorique. Personne ne sait ce qu'elle a. Elle s'isole. Elle ne parle plus. Elle souffre. De maux de l'esprit qui se traduisent dans le corps. Des douleurs bien réelles, bien physiques, parfois mortifères. Pourtant, la plupart d'entre elles n'ont pas toujours été ainsi. Certaines trouvent cela incompréhensible. Autrefois, elles se sentaient vivantes, ambitieuses. Aujourd'hui, elles vont mal, mais elles ne sauraient dire pourquoi. D'où cette supposée folie qu'on leur attribue, l'hystérie. Elles ont des troubles anxieux, souvent négligés, mal compris. Peut-être que ces troubles sont dans la tête, mais la tête fait partie du corps, non? Et quand la tête va mal, le corps trinque aussi. Aujourd'hui, on parle de ces corps, féminins, éprouvés, abîmés par des troubles psychosomatiques. Les femmes, parce qu'elles sont les plus touchées par les problématiques de santé mentale. Les chiffres le disent. Selon l'OMS, les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à souffrir de troubles dépressifs ou anxieux. Elles vivent plus de violence, plus d'inégalités, plus de charge mentale. Et ces réalités s'impriment dans leur chair. Mais il y a une réalité encore plus silencieuse, celle des femmes noires africaines. En Afrique, 66% de femmes seraient concernées par les problématiques de santé mentale. Et 85% d'entre elles n'ont pas accès à des soins adaptés. Moins de 1% du budget de santé est consacré à la santé mentale, dans la plupart des pays africains. Parce que le tabou est là, dans les esprits, dans les politiques publiques, dans le manque de moyens, dans l'indifférence. Alors aujourd'hui, ce podcast existe pour ça, pour informer, sensibiliser, briser le silence et faire de la santé mentale une priorité, une urgence, un combat. Aujourd'hui, on consacre cet épisode à la psychosomatisation, à la manière dont les douleurs psychiques s'expriment dans le corps. Cet épisode se déroulera en 2 temps. D'abord, vous entendrez le témoignage poignant d'une femme qui vit ses douleurs au quotidien. Ensuite, j'aurai une conversation avec une psychologue pour décrypter et analyser ce qu'on appelle la psychosomatisation et ce que cela révèle de la santé mentale des femmes. Du plus loin que je m'en souvienne, la manière avec laquelle j'ai commencé à me poser des questions par rapport à la santé mentale, c'est depuis le lycée, voire même avant. J'ai commencé d'abord à avoir des symptômes quand j'ai commencé le collège. Donc là, c'était les premiers symptômes physiques que je ressentais. C'était des maux de ventre terribles, la nausée. Chaque rentrée de classe, c'était impossible d'y aller sans avoir un mal de ventre qui se manifestait, sans avoir la nausée qui montait, la tête qui tourne, le fait de pas avoir enfin je veux dire, même en parlant, des fois, j'arrivais pas à faire sens avec ce que je disais. Et je me sentais vraiment super stressée sans aucune raison. J'avais pas forcément d'explication sur pourquoi je ressentais ces maux de ventre. Et l'élément vraiment qui m'a
Jusqu'à maintenant, en tout cas que je me souviens, c'était la rentrée de classe de sixième. Donc là, c'était le changement entre le primaire et le collège. Euh, un mal de ventre terrible. Je pense que j'ai passé le pas de ma porte et j'ai vomi. Là, enfin, je me suis posé des questions en me demandant pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça me donnait autant de stress, en tout cas d'anxiété. J'avais pas forcément ce mot-là en tête, mais pourquoi j'étais autant affecté par le fait d'aller en classe, sachant que enfin, j'allais avant au primaire sans souci. À partir de ce moment-là, pendant un mois, je suis pas allé en classe. Donc, pendant un mois complet de la première année de sixième, je suis pas allé à l'école parce qu'à chaque fois que je sortais de chez moi, je vomissais, j'avais mal au ventre, j'avais la tête qui tournait, j'avais pas assez de salive, enfin bref, beaucoup de palpitations aussi. Et je le ressentais sans vraiment pouvoir mettre d'explication, j'arrivais pas forcément à savoir j'arrivais pas en fait à expliquer. Je pense qu'autour de moi aussi, on n'arrivait pas forcément à expliquer ce que j'avais. On parlait de stress, de c'est normal, tu passes d'une étape à une autre. Tu passes du primaire au collège, c'est une grosse étape dans la vie d'un enfant, etc. Donc pas forcément d'explication, en tout cas médicale, sur ce sujet-là. Et donc, un mois après, ce moment où je suis pas allé en classe, enfin, les symptômes ont continué en fait. Donc j'ai continué à avoir des symptômes physiques à chaque fois qu'il fallait prendre la parole devant les gens. Stress, mal de ventre, envie de vomir, palpitations. Enfin, j'avais vraiment l'impression que j'allais m'évanouir. En fait, c'est vraiment enfin, le ressenti que j'avais. Donc ça, vraiment, ça m'a suivi pendant toute mon année scolaire. Je pense que même ce qu'on se rappelait souvent, c'était participe en classe, mais c'est-à-dire que j'avais envie, mais ça ne me suivait pas. Genre, j'avais un blocage que j'arrivais pas forcément à expliquer. Et ça a continué comme ça vraiment pendant plusieurs années, jusqu'en seconde. Du coup, je pense que on a à peu près 15 ans, peut-être 14 ans en seconde, quelque chose comme ça. À ce moment-là, je vais voir un psy parce que j'en parle à ma mère et je lui dis il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression d'être là sans être là, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens, mais je pense que j'ai besoin de voir quelqu'un de professionnel pour au moins avoir une explication de pourquoi ça va pas. Et à ce moment-là, je vivais aussi donc le divorce de mes parents et donc en allant voir le psy, il a vraiment mis tous mes symptômes physiques et tout ce que je ressentais sur cette situation que je vivais. Donc pour moi, oui, ça fait sens, peut-être que ça m'a affecté, mais je suis sûr que c'est pas ça que j'avais parce que justement en sixième, à ce moment-là, mes parents étaient ensemble encore, donc il n'y avait pas forcément ce lien de causalité à faire. Donc là, je pense que je l'ai vu peut-être une ou deux fois, et puis une fois que je voyais que vraiment il orientait tout le diagnostic sur le divorce de mes parents, je me suis dit bon, c'est pas la peine, je vais juste arrêter. J'arrive à gérer relativement, parce que pour moi ça devenait un quotidien en fait d'avoir mal au ventre, d'avoir envie de vomir même parfois avant d'aller en classe ou avant d'avoir une grosse présentation orale par exemple, ou des situations où il fallait rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et là, c'est avec beaucoup de recul en fait que je le dis parce que à ce moment-là, je me rendais pas compte de quelle situation en fait m'apportait tous ces symptômes physiques. Donc la seconde, donc à peu près 2000, je dirais 2013, 2013, 14 peut-être, jusqu'en 2020. Donc à ce moment-là, vraiment, je vis avec les symptômes, je vis avec l'anxiété, je vis avec les maux de ventre, je vis avec les vomissements, la tête qui tourne, enfin tous ces symptômes que j'avais. La transpiration aussi, le cœur qui palpite, enfin vraiment ça se manifestait en fonction des situations, de l'intensité de la situation, en tout cas du stress que ça m'apportait, de l'anxiété parce que c'est le mot finalement qu'on va me poser. Il n'y avait pas forcément, j'avais pas forcément cette analyse-là. Et du coup, en 2020, donc on a Covid, et à ce moment-là, il y a tout le monde qui est à la maison, moi aussi je suis chez moi, on peut pas forcément sortir comme on voulait, et tout est un peu en pause, et je me suis dit, en fait, c'est le bon moment de, euh, d'aller voir quelqu'un, en fait, de pro, et à ce moment-là, je suis donc en Europe, je suis plus au Sénégal, je vois une première psy en ligne. On parle, je lui explique un peu mon parcours, je lui explique ce que je vivais.
Parce qu'en fait, au-delà même, je pense, des symptômes physiques que je ressentais, c'était aussi un gros mal-être parce que j'arrivais pas forcément à expliquer ce que j'avais. Enfin, pour moi, j'étais pas normal en fait. Et c'est le mot même que j'utilisais. J'étais pas normal, j'avais un problème, tout le monde allait bien. Moi, même pour dire un mot, c'était un problème. Pour prendre la parole en public, j'avais l'impression que j'allais perdre connaissance. Et du coup, cette psy, donc je la vois en ligne, et une fois que Covid se termine, je la vois finalement en vrai. Donc on a vraiment, à ce moment-là, c'était un accompagnement. Euh, Elle voulait comprendre ce que j'avais comme symptômes physiques, quelles sont les pensées automatiques aussi que j'avais à ce moment-là. Donc on a fait tout un suivi et une fois donc donc moi je lui explique en fait tout ça que enfin pour moi je suis pas normal, il y a un problème, pourquoi j'arrive pas juste à avoir des interactions normales, pourquoi le monde me stresse et euh, et je pense que c'est à ce moment-là du coup que tout a un peu shifté dans ma tête quand elle m'a dit en fait que j'avais de l'anxiété sociale. Et quand elle m'a expliqué ce que l'anxiété sociale, ce que ça a engendré, ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ta tête, pour moi, ça a été vraiment un gros déclic parce qu'en fait, justement, c'est pour ça que je disais que je le dis avec beaucoup de recul, mais tout ce que j'ai vécu depuis le début, en fait, c'était en lien avec cette anxiété-là. Sachant que l'anxiété, elle m'a amené aussi à vivre une dépression, pensée suicidaire, ça c'était pendant le lycée. Donc ça a été des symptômes physiques, mais aussi beaucoup dans la tête. Et donc avoir ce diagnostic-là, pour moi, c'était déjà un premier pas de... Il y a un mot sur ce que tu as et il y a une explication de pourquoi ton corps réagit de cette manière-là et de pourquoi finalement il y a des situations qui te stressent quand c'est en lien avec des personnes, quand c'est en lien avec une exposition devant des personnes par exemple. Et donc elle me fait ce diagnostic-là, on en parle, on fait donc c'est une thérapie cognitive et comportementale à ce moment-là que je suis parce que c'est ce qui est bien pour l'anxiété sociale. On se met en situation, donc en fait c'est essayer d'enlever tous les automatismes qu'on a créés pendant une dizaine d'années. Et à ce moment-là c'est super difficile parce que pour moi je me suis tellement habitué à avoir tous ces symptômes-là que j'essaie de les gérer moi-même. Peut-être pas de la bonne manière parce que du coup ça crée des situations d'évitement. J'essayais d'éviter justement les situations qui m'apportaient trop de stress et trop d'anxiété. Et du coup ça engendre encore plus d'anxiété parce que du coup tu as encore moins de capacité à pouvoir te mettre en situation avec des personnes ou t'exposer comme tu voudrais. Et du coup on fait cette thérapie cognitive et comportementale, on essaye de se mettre en situation. Euh, et ça marche relativement, je dirais, parce que du coup, je pense que pour moi, c'était même pas tant la thérapie en tant que telle qui m'aidait beaucoup, mais c'était vraiment avoir eu ce diagnostic-là et avoir eu l'explication. Parce que pour moi, c'était vraiment ce truc de, il y a quelque chose qui va pas chez toi. Et je pense que je me suis tellement dit ça que c'était devenu un peu une vérité, en fait, pour moi-même. En fait, j'étais comme, bah, enfin, t'es juste pas normal, c'est ce qui se passe. Et le diagnostic a juste permis de shifter ça et d'essayer de calmer les ressentis physiques que j'avais. Donc en créant des pensées alternatives, des pensées un peu plus positives, parce que l'anxiété, c'est vraiment cette chose ça te crée... En fait, des fois, c'est un ancrage. En tout cas, je parle de mon expérience personnelle. C'est souvent ma propre tête qui me crée des situations catastrophes. Et en anticipant, finalement, c'est comme un cercle vicieux, en fait. Je me rentre dans un déboulement comme ça de pensées négatives qui engendrent encore plus d'anxiété, qui font que les situations d'évitement arrivent et que du coup, je suis encore moins habitué. Enfin bref. Donc c'est vraiment tout un enchaînement comme ça. Et donc après ce diagnostic-là, voilà, on a essayé de gérer, essayer de faire en sorte que les situations stressantes en tout cas me stressent moins, ou en tout cas m'amènent moins d'anxiété. Et en 2021, là j'ai un deuxième diagnostic où on m'explique que l'anxiété sociale que j'avais, enfin en tout cas l'anxiété en général est souvent liée à de la dépression. Donc les deux vont de pair. Et à ce moment-là, enfin, c'était une grosse dépression que j'ai faite. Et pour essayer de continuer donc la thérapie, la TCC,
Donc là, j'ai dû voir un psychiatre parce qu'on ne pouvait pas continuer la TCC parce que j'étais pas en capacité, parce que je mangeais pas, parce que j'avais plus de volonté de rien faire en fait. Et là, la psychiatre me demande, enfin, ma thérapeute me dit qu'elle, en général, est contre les médicaments, mais que par rapport à cette situation-là, les médicaments pourront m'aider et pour la dépression et pour l'anxiété sociale parce que ça calmera les symptômes physiques et ça calmera aussi toutes les pensées négatives. Donc à ce moment-là, j'hésite beaucoup parce que je pense que moi-même, j'étais encore dans cette stigmatisation de prendre des médicaments. Je me disais que ça faisait, je sais pas, je me disais qu'en fait, prendre quelque chose, encore la TCC, c'est une thérapie, c'est juste, je parle et j'essaie de me mettre en situation. Là, je vais devoir prendre quelque chose et que ça va être dans mon corps et impossible de sortir une fois que ça rentre parce que les médicaments, les antidépresseurs, il faut pas les arrêter d'un coup. Une fois qu'on les prend, en fait, ça se fait progressivement et il faut un suivi. Donc là, je me disais que déjà, qu'est-ce que mes parents vont penser? Est-ce qu'ils seront d'accord? Est-ce que moi aussi, j'ai envie d'être pas dépendante? Parce qu'à ce moment-là, en fait, les antidépresseurs, ça crée pas forcément une dépendance comme les anxiolytiques. Mais il y a quand même ce truc de, il faut prendre le temps de les arrêter au fur et à mesure et pas forcément d'un coup. Donc je réfléchis beaucoup et la thérapeute, en fait, elle me dit vraiment si vous voulez continuer et que ça n'entrave pas sur tout le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut prendre ces médicaments-là. Donc en 2021, j'ai commencé donc, les antidépresseurs. Euh, je pense que justement, je parlais donc de l'accompagnement autour de mes proches. Ils ont quand même été super. Je pense à partir du moment où j'ai commencé à faire la thérapie, ça a été aussi une sorte de thérapie de famille parce que je leur expliquais aussi euh, quel genre de comportement aussi pouvait avoir un effet sur la manière avec laquelle je me sens. Et ils ont été assez réceptifs, je pense au début, c'était un peu comme t'as pas forcément besoin d'aller voir un psy, pourquoi tu veux autant faire de la thérapie sur un temps aussi long. Mais je pense qu'au fur et à mesure aussi, ça a été une acceptation de leur part. Et ils m'ont beaucoup plus accompagné sur le long terme par rapport à ça, même si au début j'avais un peu de réticence. Euh, ou en tout cas une incompréhension. Je pense que le meilleur mot c'est incompréhension. Et donc les médicaments ont stoppé complètement les, les symptômes physiques. Enfin, vraiment, ça a été radical. J'avais plus de mal de ventre, j'avais plus de transpiration, j'avais plus cette grosse anxiété qui me prenait à chaque fois qu'il se passait ça peut être vraiment, c'était vraiment la plus petite chose en rapport avec du monde, en fait, ou une personne. Euh, Ça a vraiment calmé et je pense que ça a aussi eu un effet sur mes relations en général, parce que forcément l'anxiété sociale, ça a des conséquences sur la manière avec laquelle j'entretenais mes relations, parce que quand je suis en évitement, bah finalement c'est éviter tes copines, c'est éviter des personnes que tu as envie de rencontrer mais que tu n'y arrives pas. Et donc voilà, les médicaments pour moi ça a été vraiment gros shift qui m'ont permis même de me retrouver en termes de personnes. J'avais l'impression d'être enseveli sur plein de choses, que ce soit genre des injonctions ou la manière avec laquelle j'ai grandi. En plus de ça, peut-être les mots que moi-même je m'infligeais par rapport à mes automatismes négatifs. Euh, et à partir de là, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu des tas de choses qui se retiraient au fur et à mesure que je me découvrais dans ce processus-là. Et ça, je pense que c'était grâce aux médicaments, même si j'avais un peu cette réticence, je pense que c'était nécessaire. Et ça m'a aussi changé ma perception de cette prise de médicaments parce que je me disais que quand j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. Là, j'avais de l'anxiété sociale, j'avais une dépression. Il fallait que je prenne quelque chose pour que j'aille mieux. Et donc, ça m'a un peu réconcilié aussi avec ouais, voilà, ce narratif qu'on a sur la prise de médicaments quand c'est un rapport avec la santé mentale. Et les médicaments, donc je les ai pris pendant plusieurs années. À un moment donné, j'avais envie de les arrêter. Euh, je les ai continués, je les ai arrêtés, je les ai continués, je les ai arrêtés. Parce qu'en fait, quand on les arrête, même si je pense que je suis quand même parfois dans un déni de j'en ai pas forcément besoin, finalement, je pense que c'est quand même une béquille qui aide sur le long terme et qui, si on fait pas attention, euh,
et qu'on ne suit pas une thérapie à côté, en fait, ça peut vite être un peu comme pas une alternative à la thérapie un peu problématique, mais plus dans le sens où il faut aussi faire en sorte que les maux à l'intérieur soient déjà guéris pour qu'on puisse prendre les médicaments, enfin, en tout cas, pour qu'on puisse les arrêter. Dans le sens où si on les arrête et que tu n'es pas guéri, en fait, juste toute l'anxiété ou la condition que tu as reprend un peu le dessus. Donc c'est un peu la relation que j'ai actuellement avec les médicaments. Je les ai repris, là, en ce moment je les prends parce que j'en ai besoin. Enfin, en tout cas, je sens que j'en ai besoin encore. Et du coup, à mon retour au Sénégal, j'ai essayé de refaire une thérapie, justement parce que je prenais encore des médicaments et parce que je me disais que je devais continuer à être suivi en fait. Euh, pour ne pas juste être dans une situation où je me donne des médicaments toute seule. Et impossible de trouver de la TCC ici. Ça se fait pas, ou si ça se fait, c'est très peu, c'est pas trop communiqué. Et du coup, là, donc, je suis juste une thérapie normale, en fait, classique, avec une thérapeute qui est très bien, mais qui ne répond pas directement avec les exigences, ou en tout cas le suivi qu'on devrait avoir en ayant de l'anxiété sociale. Vous venez d'écouter un témoignage de psychosomatisation dont l'autrice a souhaité rester anonyme. Pour faire la lumière sur ce phénomène, écoutez à présent l'experte psychologue que nous avons rencontrée. Je vais te demander, Soukaina, de te présenter. Bonjour, je suis Isman Soukaina Diop, je suis psychologue. Je travaille dans la prise en charge psychothérapeutique et dans l'enseignement et la recherche à l'université de Dakar, au département de psychologie. Merci Soukaina d'accepter notre invitation à parler de psychosomatisation. Nous venons d'écouter ce témoin-là qui nous a partagé sa situation de troubles anxieux, d'anxiété sociale, qui s'est manifestée d'abord par des maux de ventre, des vomissements et qui a finalement eu un diagnostic d'anxiété sociale. Si je ne me trompe pas, on parle ici de psychosomatisation. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la psychosomatisation ? Alors oui, effectivement, dans ce témoignage, elle exprime bien comment est-ce que ces symptômes en fait étaient physiques, c'est-à-dire elle vivait des douleurs physiques, des maux de ventre, ça donnait lieu à des nausées qu'elle avait tout le temps au point de ne pas pouvoir aller à l'école, si j'ai bien compris. Et donc la psychosomatisation, c'est un processus par lequel quelque chose, un mal-être qu'on ressent, se transmet à travers des symptômes physiques et on le ressent dans notre corps. Donc pour cette personne, ça prenait la forme de ces maux de ventre, mais pour d'autres personnes, ça peut prendre la forme de maux de tête, parfois de maux de dos à d'autres moments, ou d'autres douleurs diffuses. Et parfois, ça peut même donner naissance avec le long terme à différentes pathologies qu'on peut ressentir. Un autre exemple, c'est l'eczéma, qui est assez souvent répandu et qui est fortement expliqué par des pics de stress. Spécifiquement chez les femmes, qu'est-ce qu'on peut observer comme signe physique ? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir un trouble de règles ? Est-ce qu'on peut avoir une aménorrhée, donc ne plus voir ses règles ? Est-ce qu'il y a des signes physiques qui sont peut-être un peu plus spécifiques et qui se rapportent peut-être à l'appareil reproducteur de la femme ? Oui, tout à fait. Pour ma part, moi, j'ai souvent vu des situations de stress importants qui causaient des bouleversements dans le cycle, des retards, des décalages de règles, des douleurs prémenstruelles et des douleurs menstruelles plus importantes dans des moments de stress élevé. Et aussi parfois, pas seulement des douleurs, mais des symptômes qui allaient avec le contexte menstruel, comme des maux de tête ou des nausées qui venaient en plus des douleurs habituelles qu'on ressentait pendant les règles. Donc oui, en fait, pour cette question, effectivement, au niveau particulièrement féminin par rapport aux symptômes qui peuvent s'exprimer précisément pour les femmes, la psychosomatisation est quelque chose qu'on rencontre souvent en psychothérapie. Donc du coup, la santé mentale peut vraiment créer des troubles physiques dans le corps, des symptômes physiques qui existent, que la personne ressent. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça atteint plus souvent les femmes que les hommes ? Est-ce que les femmes sont plus sujettes à avoir justement des troubles anxieux plutôt que les hommes ? Eh bien,
Je ne saurais pas dire si les femmes sont statistiquement plus touchées par les troubles anxieux que les hommes, mais et là, si on doit parler du contexte dans lequel on travaille, c'est le Sénégal par exemple, il y a des principes culturels qui déterminent ou qui empêchent les personnes de s'exprimer et de dire qu'ils ont mal. Donc peut-être que dans certains cadres, on va avoir plus de facilité à exprimer notre douleur, notre difficulté, et dans d'autres, on en aura moins en fait, parce qu'on sera obligé de supporter une situation. Et c'est vrai qu'il existe cette pression sur le féminin de ne pas pouvoir se plaindre, de devoir supporter les situations, de ne pas avoir le droit d'exprimer la douleur ou la difficulté. Donc dans ces contextes-là, l'expression de la douleur et de la difficulté, ça peut passer par ces symptômes. Ça peut être de cette manière que les personnes expriment leur douleur et leurs difficultés parce que le fait de les verbaliser ne trouve pas d'audience. On ne peut pas vraiment parler à quelqu'un, exprimer qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué, qu'on en a assez. Les symptômes physiques vont être ceux qui vont nécessiter une prise en charge, alors que l'écoute ne sera pas forcément attribuée à la personne qui la demande. Dans le témoignage, elle dit que son anxiété l'a un peu isolée, de ses amis surtout, et parce qu'elle n'avait pas l'opportunité de pouvoir en parler librement. Est-ce que aussi les femmes ou les personnes qui ont souvent des symptômes anxieux, qui ont des troubles de l'anxiété, qui sont un peu dépressifs, ces troubles mentaux-là sont stigmatisés si bien qu'en fait, elles n'osent pas en parler, que ça les isole et ça crée encore plus d'autres problèmes? Je pense que c'est une question très pertinente. Est-ce que c'est l'œuf ou bien la poule? Est-ce que c'est parce que la personne elle a passé trop longtemps à supporter une situation insupportable qu'elle se retrouve dans un état où elle se retrouve à l'hôpital parce que ses symptômes prennent une place qui fait que la douleur est insoutenable et donc on doit la prendre en charge, et c'est à partir de là qu'on remonte à l'origine du symptôme à travers les examens médicaux qui montrent qu'en fait il y a autre chose qui explique les difficultés qu'elle ressent et pas seulement les troubles médicaux qu'on peut trouver à travers les radios et les analyses. Et je pense que c'est bien souvent le cas de beaucoup de personnes on reçoit en psychothérapie beaucoup de personnes par le biais de cardiologues, par exemple, ou de gastro-entérologues. Donc les personnes consultent pour des maux de ventre, ou alors pour des douleurs thoraciques, ou alors pour des problèmes cardiaques. Et en fait, on ne trouve pas à travers les examens cardiaques et puis les encéphalogrammes et tous ces systèmes qui peuvent permettre de voir au niveau biologique qu'est-ce qui dysfonctionne, on ne trouve pas d'explication. À part l'angoisse peut-être, qui peut être identifiée comme étant le facteur qui cause les moments, les crises, les difficultés que la personne traverse. Et donc c'est en voyant ces médecins, ces spécialistes-là, que les personnes se retrouvent à se poser la question de qu'est-ce qui peut bien causer ces crises en fait. Donc beaucoup de personnes prennent peur lorsqu'elles ressentent des troubles cardiaques, parce qu'elles se disent qu'elles font une crise cardiaque et qu'elles vont mourir. Et dans ces moments-là, ça déclenche encore plus de peur qui augmente l'angoisse qu'on ressent. Et donc, il y a même certains troubles, comme les troubles paniques, qui sont causés par une première crise qui est spectaculaire et la personne est hantée par la peur que la crise revienne. Et donc, elle est sans cesse en train d'éviter, de se protéger pour ne pas se retrouver à nouveau dans cette situation de crise. Et toutes ces raisons-là sont très méconnues. C'est en allant chez le cardiologue que le cardiologue fait tous les examens et montre qu'en fait, il faut consulter, il faut parler de ce qu'on ressent parce qu'il doit y avoir une explication à ça. Il doit y avoir une explication dans l'histoire de la personne, dans son vécu, dans ses sentiments, pour rendre compte de ça. Je vais faire un petit point peut-être pour que ce soit plus simple à comprendre. L'angoisse, c'est quelque chose qui à l'origine est naturel en nous. C'est-à-dire que quand par exemple dans notre nature humaine, l'angoisse, elle imite une réaction qui est causée par un problème extérieur. C'est-à-dire quand par exemple on se retrouve exposé à un danger extérieur, par exemple on est là, on marche et puis on entend le bruit d'un serpent et on voit le serpent et ça nous fait peur. Alors notre cœur accélère, notre corps chauffe d'un coup et on est tétanisé par la peur et on se sent très mal et on part en courant. L'angoisse, c'est supposé
à l'origine réchauffer notre corps pour nous donner la capacité de vite prendre la fuite et nous mettre en état d'alarme, en état d'alerte pour qu'on réagisse au danger qu'on a devant soi. Lorsque on est quelqu'un qui est atteint d'angoisse, c'est que notre psychisme a identifié quelque chose comme étant une menace. Et il donne la même réponse à cette menace qu'une menace qu'on pourrait voir en fait dans notre réalité d'un danger extérieur qui peut arriver. Et donc, sans cesse, cette menace, on y répond. Notre corps, il produit cette réponse à ce danger-là. Et le problème, c'est que la première crise crée une réaction qui rappelle d'autres crises. Et donc, il n'y a pas de possibilité de revenir à l'origine pour comprendre par soi-même d'où vient la première stimulation. Et donc, le travail à faire, c'est vraiment de comprendre et de déconstruire cette série de réactions-là. Mais la personne a du mal souvent à en parler parce que la personne a peur de la stigmatisation encore plus dans nos cultures. Moi, je me rappelle, à la base, quand j'ai fini ma médecine, je suis dermato, je voulais faire psychiatrie. Et ma mère m'a dit, mais Elena, comment c'est possible? Tu veux soigner les folles, ma fille, elle ne va pas soigner les folles. Tu vois, elle avait une certaine appréhension de ce genre de pathologie-là. Et j'ai l'impression que nous, dans notre contexte africain et peut-être ici au Sénégal, on prend la personne, on stigmatise vraiment les personnes et ça les empêche aussi d'un premier abord d'aller consulter des psychologues, des psychiatres. De votre expérience, est-ce que vous avez vu des gens qui ne sont pas venus directement voir des psychologues parce que justement ils avaient peur de la réaction de leur famille? Oui, pas seulement même de leur famille, hein, de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, de leurs voisins. Il y a même en fait des personnes qui ne vont pas forcément venir vous voir dans un cabinet, mais qui vont vous proposer de se voir ailleurs pour ne pas qu'on les voit entrer dans ce cabinet-là. Donc il y a une véritable peur de l'étiquette qui est associée à la maladie mentale. Il y a quand même une nuance à faire, c'est que la psychiatrie n'est pas représentée de la même manière que la psychologie ou la psychothérapie. On a une impression sociale que la psychologie ou la psychothérapie, c'est plus doux. C'est moins lié à la folie, entre guillemets, à la maladie mentale grave. Parce que quand on pense psychiatrie, on pense hôpital. Quand on pense hôpital, on pense asile. Donc il y a cette stigmatisation qui est très importante, malgré le fait que il y a énormément de situations où des soins, une psychothérapie pourrait vraiment aider des personnes à retrouver une qualité de vie importante alors même qu'elles ne présentent pas de symptômes graves. On va peut-être passer à la thérapie où notre témoin dit qu'elle a toujours été soutenue par ses parents, que ses parents, ça peut-être créé des situations où elle s'est encore plus confiée à ses parents. Et comme on vient de dire, la famille, c'est la sphère la plus proche de nous. Et on a du mal à en parler parce qu'on a peur de la stigmatisation. Quel est le rôle peut jouer ou doit jouer la famille dans la prise en charge des pathologies mentales? Ça, c'est une question très importante et très centrale parce que bien souvent, des personnes qui consultent pour toutes sortes de situations se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas les premiers à les vivre dans leur famille. Ou que finalement, lorsqu'ils discutent de certaines situations et qu'ils essaient de déconstruire, de recomprendre ce qui s'est passé dans l'enfance, ils se rendent compte que d'autres personnes dans leur famille vivaient ça. Pour plusieurs pathologies, il y a une composante génétique qui est importante et qui fait que, en fait, la personne, elle a déjà vu quelqu'un qui vivait ça. Maintenant, il y a deux choses différentes. Il y a le fait de l'histoire de la maladie de la génération précédente et comment est-ce que l'environnement l'a vécu. Donc, si jamais les parents ont par exemple un frère ou une sœur qui a déjà eu des troubles de santé mentale, eh bien, ils vont avoir une influence, ça va influencer leur réception de ce que leur enfant va montrer. Et donc, soit ils seront dans une forme d'évitement, on ne veut pas le savoir, on ne veut pas que ça soit là, donc on va faire semblant que ça n'arrive pas et en fait, finalement, on ne le traite pas. Ou alors, ils vont se mettre dans une posture d'être en train de revivre le traumatisme qu'eux-mêmes ils ont vécu par rapport à leurs parents. Donc,
c'est parfois le bon moment pour ouvrir la conversation sur le passé. Mais c'est un résultat de la thérapie, ça. Ça n'arrive jamais dès le début. Ici, elle dit qu'elle a finalement, la psychothérapie, ça l'a aidée, mais finalement, elle a dû prendre des médicaments. Est-ce que souvent ça arrive? Qu'est-ce que vous pensez des médicaments? Elle donne de bons exemples, hein. Elle dit quand on a un rhume, quand on a mal à la tête, on prend un paracétamol, on prend des vitamines. Et par contre, quand on a des maladies de santé mentale, on ne veut pas prendre de médicaments, on a peur de prendre des médicaments à cause de... C'est vrai que les anxiolytiques peuvent créer des dépendances, mais on a vraiment hyper peur de passer le cap des médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, je suis psychologue et donc je ne prescris pas de médicaments. C'est hors de mon champ d'expertise. Donc je ne me permettrai pas de faire des jugements sur lequel des médicaments il faut donner ou pas. Par contre, dans certains niveaux de développement des troubles, il y a une nécessité de prendre un traitement médicamenteux. Mais il y a énormément maintenant d'avancées qui ont été apportées par des techniques de médecine douce, par la méditation par exemple, qui apporte d'énormes résultats, de très bons résultats sur l'angoisse par exemple, qui apporte beaucoup de bienfaits sur l'apprentissage de la gestion des émotions. La méditation de pleine conscience a été prouvée pour permettre de contrebalancer en fait l'effet de l'angoisse et d'apprendre une meilleure manière de gérer ses émotions. Et c'est un apprentissage qui marche. On peut l'apprendre dès qu'on est enfant et ça permet à la personne sur le long terme d'avoir une meilleure maîtrise d'elle-même et de désamorcer ces débuts de crise qui génèrent d'autres symptômes. Il y a l'homéopathie qui à faible dose, qui au début, dans les débuts de crise, peut aider, peut apporter une forme de bien-être, de bienfait. Maintenant, telle qu'elle a expliqué, la thérapie cognitive comportementale apporte d'énormes résultats, de très bons résultats sur la gestion des émotions et en particulier dans certains groupes de troubles comme les troubles du comportement alimentaire ou les troubles de l'humeur ou les troubles de l'angoisse ou les phobies, les troubles liés à la peur. Dans ces espaces-là, c'est un modèle de thérapie qui fonctionne bien, qui marche bien et qui permet à la personne de retrouver une qualité de vie dans un délai raisonnable. Maintenant, non, je ne suis pas contre les médicaments, mais je pense que c'est une situation qui est temporaire pour les troubles qu'on a cités, parce que d'autres troubles nécessitent une prise de médicaments sur le très long terme. Mais pour cela, je pense que quand c'est nécessaire, c'est important d'y avoir accès. Et je trouve que ce qui est en termes d'ouverture et d'équité pour la santé mentale, c'est de permettre à tous d'avoir l'accès, quand il le faut, à un traitement de qualité, avoir des médicaments de bonne qualité. Parce que ce qui est beaucoup stigmatisé dans la psychiatrie, entre guillemets, c'est le fait que lorsqu'on a accès à des médicaments qui sont d'anciens médicaments, qui ne sont pas de nouvelle génération, il y a beaucoup d'effets secondaires qui entraînent des lourdeurs, une lenteur du mouvement et qui parasitent la pensée. Parfois, la personne ne peut pas forcément se concentrer ou avoir une vie en même temps que son traitement. Et donc, c'est ce qui parfois cause la stigmatisation parce qu'on va se dire, voilà, on prend un médicament et puis on a un effet d'accoutumance à ce médicament, mais en même temps, on ne peut plus travailler, on ne peut plus penser. Et donc, il y a cette lourdeur-là. Mais il existe maintenant des traitements qui permettent d'avoir une qualité de vie en même temps que de pouvoir continuer son traitement. Et dans son témoignage, elle dit aussi c'est à vie que je vais être anxieuse et que je vais devoir toujours apprendre à gérer ça. Est-ce que c'est quand on a des troubles de l'anxiété, qu'on a des maladies de santé mentale, est-ce que c'est chronique, c'est à vie? Il faut gérer ça à vie? Il y a des troubles de santé mentale qu'on doit gérer à vie. Je vais donner l'exemple du trouble bipolaire par exemple, de la schizophrénie, on doit les gérer à vie. Mais on peut vivre avec un apprentissage, une éducation à notre propre psychologie, à notre situation de santé mentale, à où est-ce qu'on est sur notre spectre de bien-être, est-ce qu'on est au top de sa santé mentale, est-ce qu'on est dans des moments difficiles. On a des types de personnalités, il y a des personnalités plus anxieuses que d'autres. Mais il y a des moyens de trouver une forme d'équilibre. Malheureusement, dans la vie, il arrive tous les jours des choses qui peuvent nous créer un bouleversement dans nos humeurs et on ne peut pas les prévoir. Et donc, il y a des moments où forcément, on ne peut pas contrôler ce qui va arriver. Et ce qui va arriver peut nous bousculer, peut nous mettre dans un état où
on peut se retrouver peut-être pas plus autant au contrôle de nos émotions et que tous nos systèmes qu'on a mis en place ne fonctionnent pas forcément. Et dans ces moments-là, on aura peut-être besoin de retourner vers une méthode de psychothérapie, de revenir dans une forme de soins pour retrouver une forme d'équilibre. Mais c'est une oscillation, c'est une recherche d'équilibre qu'on va vivre toute notre vie. On va peut-être aller vers les solutions maintenant. Moi, j'aimerais bien savoir comment on peut accompagner, comment en tant que membre d'une famille ou ami d'une personne qui ne se sent pas bien, qui a des problèmes de santé mentale, comment on peut accompagner cette personne-là en tant que proche. En tant que proche, pas en tant que personne activiste ou en tant que proche d'abord. Je pense que l'écoute est fondamentale. Je pense qu'on doit s'habituer à ouvrir la parole dans les espaces où on est en communication avec des personnes, quel que soit leur âge. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans une maison, il se peut que dans notre société, ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et au Sénégal en particulier, la question de la parole, elle est distribuée vraiment sélectivement en fonction des âges. Donc par exemple, dans une maison, les enfants ne doivent pas se faire remarquer dans une conversation. Donc si par exemple, il y a une conversation dans une famille, rarement elle va toucher un sujet comme celui-là et rarement les enfants auront le droit à la parole pour argumenter sur ce qu'ils pensent et comment ils voient les choses. Les familles les plus fonctionnelles sont celles où il y a cet espace de parole. En général, quand il y a un espace de parole où tout le monde peut échanger, tout le monde est libre de sentir qu'il a le droit de dire « aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je me suis disputée avec mon ami, je suis triste, je ne me sens pas bien » et que l'enfant peut pleurer pour ça et que sa famille va lui dire « ça va aller », il se sentira écouté. Et donc la famille, l'espace devient un espace où on a le droit de se montrer vulnérable. Et ça, c'est très important. Parce qu'en dehors de la famille, il n'y a aucun espace qui existe où on peut se montrer vulnérable. Si par exemple, ou en tout cas sans inquiétude de se retrouver en difficulté dans le travail, on n'a pas envie de se montrer vulnérable parce qu'on risque de perdre ses avantages. Dans ses relations d'amitié, il se peut qu'on trouve une amitié protectrice où on peut se sentir écouté, on peut se montrer vulnérable, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors dès l'enfance, c'est important de se sentir écouté. Et donc, comment on peut encourager ça chez les enfants? C'est en leur permettant de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et ça s'apprend par l'exemple. Il n'y a pas un autre moyen d'apprendre à un enfant de s'exprimer que par l'exemple. Donc vous pouvez dire, moi aussi, moi aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai passé une mauvaise journée, je suis en colère parce que quelqu'un m'a dit quelque chose, mais donc j'ai dû beaucoup respirer, évacuer ma tension. Et vous, comment s'est passée votre journée? Parce que les enfants, ils ont besoin de voir que c'est ouvert, que c'est possible. On leur donne l'autorisation de s'exprimer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais personne ne le montre, ils sauront que même si jamais ils ont envie de le montrer, ici, ce n'est pas un espace qui peut l'accueillir. Donc, je pense que pour montrer une forme de soutien à la famille ou les proches dans ce domaine-là, il faut commencer dès le départ à ouvrir la parole pour dire que si jamais la personne voulait s'exprimer au sujet qui lui convient, enfin, au sujet de n'importe quel point qui lui convenait, en tout cas, c'est possible de le faire. Et donc là, on a déjà mis en place un chemin pour qu'au moment où la personne veuille s'exprimer, elle puisse le faire. Tu voulais parler aussi des espaces féministes, comment on pourrait être à l'écoute et comment on pourrait accompagner des personnes qui ont des santé mentales et les inclure dans nos communautés, dans nos espaces? Bien sûr, je pense que c'est un point très important parce que bien souvent, et là je vais vraiment centrer mon discours au niveau du genre, au niveau des femmes en particulier, bien souvent lorsque les femmes rencontrent des situations de santé mentale, c'est souvent parce qu'elles se retrouvent stigmatisées. Soit parce qu'elles vivent une situation critique dans leur vie sociale, économique, familiale. Et elles sont souvent stigmatisées par d'autres femmes qui leur disent « arrête de te plaindre, il faut être forte, on a vécu pire ». Et ce ne sont pas... souvent, ces femmes qui donnent ce conseil, elles ne veulent pas mal faire. Elles ne le font pas pour heurter la personne. Mais elles se disent que ça va donner une forme de résistance à la personne, que ça va construire chez la personne de la force. Et donc ça se confond avec un concept dont on parle beaucoup, qui est celui de la résilience. On dit qu'il faut être résilient. Et on confond le mot résilient avec le mot force ou résistance. La résilience, ce n'est pas de la force ou de la résistance.
La résilience, c'est le fait d'avoir souffert, d'avoir été soutenu dans sa souffrance et d'avoir développé, grâce à cet environnement, une forme de dépassement qui nous permet d'aller au-delà. Mais si on n'a pas été soutenu, si on n'a pas souffert et qu'on n'a pas été aidé, on ne va pas développer la résilience. Donc on a l'impression qu'en disant à la personne « Allez, il faut être fort, il faut supporter, il ne faut pas se plaindre », on l'aide cette personne, mais ce n'est pas le cas. Et donc ces paroles-là, elles ont un effet qui renforce la souffrance, qui sont de plus en plus isolantes, qui sont ostracisantes, parce que la personne, elle ne pourra plus se confier à qui que ce soit, parce qu'elle sait qu'on ne va pas l'écouter. Et donc, elle se replie petit à petit dans cette forme de mutisme, où elle sait que ça ne sert à rien de parler de sa souffrance, que personne n'est disposé à l'écouter, et au contraire, ça renforce ce mécanisme de dévalorisation, parce qu'elle se dit que si jamais elle souffre, c'est de sa faute, que c'est qu'elle n'est pas capable, c'est parce qu'elle n'est pas capable de s'en sortir seule, que tout le monde s'en sort sauf elle, donc ça renforce ce type de pensée, qu'elle ne mérite pas l'attention des autres, et qu'elle ne vaut pas de l'attention, et que de toute façon, personne ne lui accordera d'attention. Et ces pensées, cet isolement, ce rejet, c'est ça qui mène de plus en plus les personnes à se retrouver isolées et à s'enfoncer dans la dépression, et qui peut donner lieu à des situations très tristes, comme des suicides, comme on a pu en voir récemment de plus en plus dans la communauté jeune, universitaire en particulier. Et donc je pense que lorsque les personnes sont en train de montrer des signes d'une forme de tristesse, de difficulté à exprimer leurs émotions, d'isolement, de repli, c'est très important d'aller vers elles et de ne pas se dire que ça va aller, qu'elles vont récupérer, qu'on ne peut pas parier ça. Il faut toujours essayer de faire un geste, de marcher vers la personne pour essayer de voir ce qu'on peut apporter comme soutien. Un point qu'il est très important de souligner, c'est que la raison pour laquelle on ne doit pas laisser les personnes en arriver là, c'est parce que dans les états très avancés du trouble dépressif majeur, il se peut qu'on ait des hallucinations, il se peut qu'on entende des voix, il se peut qu'on ait l'impression que quelqu'un nous demande de faire des choses et qu'on agisse en ayant l'impression d'être sous le contrôle de quelque chose d'autre. Et donc on n'aurait pas forcément pris cette décision si on était tout à fait conscient de ce qu'on faisait. Et donc il y a cette idée de la personne, lorsqu'elle a déjà émis des pensées suicidaires, c'est urgent et très important de se rapprocher de cette personne et de l'hospitaliser et de l'accompagner et de se mettre à côté de cette personne pour l'aider et l'accompagner à revenir vers quelque chose qui soit sa propre volonté, une forme d'expression de soi qui soit plus claire par rapport à ce qu'elle pense. Parce qu'on considère que lorsqu'on en arrive à ce point-là, on n'est plus tout à fait maître de soi-même, on est juste en train de supporter une souffrance qu'on trouve insoutenable et on n'arrive plus à faire le point sur ce qu'on voudrait. Donc c'est pas toujours un choix, c'est éclairé en tout cas. Comment on pourrait faire pour déstigmatiser les problèmes de santé mentale? Comment on pourrait faire pour avoir plus de psychologues, plus de thérapies adaptées, que ces thérapies soient, on ait facilement accès, qu'ils ne soient pas hors de portée d'une personne lambda? Comment on pourrait mettre en place des systèmes pour que justement la santé mentale soit au cœur de nos systèmes de santé, quoi? Pour la petite histoire, le département de psychologie de l'université Cheikh Anta Diop n'a réouvert qu'en 2021. Et ce n'est qu'en 2021 qu'il a commencé à démarrer des enseignements. Donc nos étudiants les plus avancés sont en 4e année aujourd'hui. En M2, c'est-à-dire l'année prochaine, ils seront en 5e année et ils entreront à ce moment-là dans le marché du travail. Et à partir de cette année-là, eh bien, chaque année, il y aura une cinquantaine, une quarantaine ou peut-être une trentaine d'étudiants qui vont être diplômés, qui seront psychologues et qui seront disposés à travailler ici et dans d'autres pays de la région. C'est-à-dire qu'il y a d'autres étudiants qui viennent au Sénégal pour étudier et qui ne sont pas forcément destinés à rester ici, mais qui veulent retourner travailler ailleurs. Mais la majorité des étudiants en classe à l'université sont sénégalais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura de plus en plus de personnes qui seront là et qui seront prêtes à travailler dans le domaine de la santé mentale. Ça, c'est une réalité. Mais pour que ces personnes puissent travailler, et pour que les personnes de la population générale, pas seulement à Dakar, pas seulement dans les hôpitaux privés ou dans les cliniques privées ou dans les hôpitaux publics, partout à Dakar, il faudrait qu'il y ait une volonté de donner du travail à toutes ces personnes.
C'est-à-dire que déjà dans les régions, il faudrait décentraliser plus. Il faudrait que dans les maisons de santé communautaires, il y ait une personne qui travaille là-bas dans la collectivité territoriale, qui est un psychologue. Dans les espaces où les gens vont et où on a accès à eux. Par exemple, il y a des maisons de jeunes dans chaque quartier. C'est important qu'il y ait un psychologue dans ces espaces-là. L'Association des psychologues du Sénégal et le département de psychologie de l'université sont en train de travailler sur différents programmes, et un en particulier avec vous d'ailleurs, qui sera bientôt, un projet de cinéma-débat avec la Kimpa Habitat qui va se mettre en place de manière régulière pour proposer des espaces de parole, de communication, des espaces d'élaboration pour les étudiants. D'abord pour les étudiants de psychologie, ensuite dans l'IPMS pour tous les étudiants. C'est-à-dire c'est sur le campus social dans la cité universitaire, l'IPMS, c'est un centre de santé dans lequel auquel les étudiants peuvent avoir accès pour faire des consultations médicales, paramédicales et maintenant psychologiques. Donc comme je l'ai dit, il y avait déjà un psychologue conseiller là-bas qui recevait pour l'orientation, et là maintenant on va augmenter son équipe en étant des psychologues cliniciens qui venons par demi-journée et qui mettons 4 demi-journées peut-être par 2 semaines pour pouvoir permettre à suffisamment de personnes d'avoir un suivi régulier dans ces espaces-là. Et donc là, ça va permettre réellement de démocratiser l'accès à la psychothérapie dans un contexte concret à l'université. Maintenant, il y aura aussi des groupes de parole qui seront organisés. Et ça, l'Association des psychologues du Sénégal va proposer ça, des groupes de parole d'étudiants qu'elle va animer au niveau de l'université, qui seront peut-être mensuels, tels qu'on le fait dans d'autres espaces. Maintenant, démocratiser l'accès des personnes à la santé mentale, je pense que des exemples tels que l'activité que vous faites maintenant, d'ouvrir cette conversation, de faire écouter à tous que c'est possible de parler de santé mentale sans être stigmatisé, sans être rejeté par les autres, je pense que c'est très important. Parce qu'on en parle de plus en plus, mais quelques personnes en parlent, beaucoup de personnes écoutent mais ne disent rien. Et peut-être qu'ils auraient des choses à dire si on les invitait dans un espace où ils pouvaient s'exprimer. On va peut-être repartir avec les féministes. Ces derniers temps, on entend souvent parler qu'il faut prendre soin de soi, que le militantisme, c'est aussi pouvoir prendre soin de soi, de son corps, de sa santé mentale. Est-ce que vous avez un mot pour justement les féminismes? Parce que le militantisme, c'est dur, c'est pas facile. Comment on essaie de bien s'occuper de soi en étant activiste? Je pense que oui, c'est une question pertinente. Lorsqu'on est activiste, et en particulier pour un mouvement qui est aussi stigmatisé que le féminisme, on reçoit régulièrement de la violence dans les médias, dans les réseaux sociaux, sur la scène publique. Donc c'est éprouvant de devoir sans cesse montrer qu'on est capable de continuer à s'exprimer, de continuer à aller entre guillemets au front, de se bagarrer pour des choses qui en fait qui devraient être des choses qu'on devrait avoir parce qu'on est simplement un être humain et qu'on mérite la même chose que toutes les autres personnes. Et encore plus parfois quand on a mérité ces choses-là, c'est-à-dire vouloir avoir des avantages égaux pour un effort égal, c'est tout simplement une volonté de justice. Et donc dans ce contexte-là, prendre soin de soi, c'est très important. Mais surtout, même comment dirais-je, dans l'espace de parole, c'est important peut-être d'avoir accès à un groupe de parole, un espace de discussion, où on peut juste se libérer et juste baisser sa carapace où on doit toujours se défendre parce qu'on n'est pas en sécurité, et se livrer, se montrer vulnérable. Et je pense que ça, c'est très important. Oui, ça, je pense que c'est ce qui est vraiment très important. Pouvoir avoir des espaces de sécurité, des espaces où on se sent capable de s'exprimer sans être jugé. Merci beaucoup, Soukeina. La richesse se trouve dans tes mains. Bats-toi et construis ton lendemain. Prends ce qui t'appartient, étends tes ailes et que ta limite soit le ciel. Si
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à commenter et à le partager.